Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Face à ces créatures de l'enfer, de vraies machines à tuer, aucun espoir. Mais heureusement, l'espoir renaît avec ces gardiens de la paix, apportant avec eux leur lueur verte. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, aujourd'hui on va traiter de Green Lantern versus Alien. Bonjour à tous, ici Utsukushi Corp, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle rubrique, nouveau crossover. Pour ces némésis de la peur, faire face à ces créatures de l'horreur est plutôt bien tombé pour le coup. Donc vous l'aurez compris, ça va traiter d'une partie donc les Green Lantern, donc ces défenseurs de la galaxie choisis sur la planète OA par les gardiens qui distribuent au fond des univers des agents avec un anneau de Green Lantern en fait qui leur donne du coup les pouvoirs de Green Lantern et qui sont là un peu pour défendre ce qu'ils appellent des secteurs, donc en gros leur zone de maintien de la paix, dont évidemment l'un des plus connus qui s'appelle Green Lantern. Hal Jordan pour ceux qui le connaissent, on l'a vu dans beaucoup de comics, quelques jeux vidéo, quelques séries dessins animés, plutôt sympas et d'autres moins bien, et des films majoritairement moyens, en grande majorité pour le seul, et Aliens, donc Aliens, le titre global du film où en fait ça traite plus des xénomorphes, donc la race de ces créatures-là, qui ont vu le jour au début du film de Ridley Scott, Alien le 8e passager, qui a eu droit à plusieurs suites par la suite, pareil des adaptations en comics, en jeux vidéo, pas encore en série, ça ne viendra pas tout de suite, mais ça pourrait être intéressant à faire en tout cas. Pareil, les qualités étaient bonnes, certaines médiocres et d'autres, on n'en parlera pas, mais voilà, c'était quand même sympa à voir. Avoir un croisement entre ces deux licences, c'était quelque chose de plutôt étonnant et en même temps plutôt logique. Je veux dire, on parle quand même d'un gardien de la paix intergalactique et d'une créature qui est littéralement une bestiole de l'enfer qui dévore tout sur son passage, qui fout un bordel pas possible, qui peut se multiplier comme des petits pains. Ça fait sens en fait au final d'avoir un crossover entre ces deux-là. Et pour ce comics, on va commencer par le commencement. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils nous font une brève introduction de ce qui s'est passé précédemment. Donc ça nous récap globalement qui sont les Green Lantern, et ça je vous l'ai déjà expliqué. Ça nous explique aussi un point qui va être important pour l'histoire, c'est qu'on fait référence à Hal Jordan qui aurait pété un câble et qui aurait détruit une bonne partie des Green Lantern. Mais ça on verra ça plus tard. On a droit à une brève histoire au début du comics, parlant de Hal Jordan, donc le Green Lantern classique que tout le monde à peu près connaît, qui en fait est appelé à devoir aller sur une planète pour aller faire une petite enquête sur une forme de vie qu'il pourrait s'y trouver. Le problème c'est qu'ils se rendent compte que cette forme de vie est beaucoup plus agressive que ce qu'on pensait. Waouh, suspense, oui, ce sont les xénomorphes, exactement. La majorité des Green Lantern se disent que c'est des créatures beaucoup trop dangereuses et qu'il faut essayer de s'en débarrasser. Hal Jordan, lui, préfère avoir une forme de manière de poser les choses et de se dire qu'on peut toujours régler les choses de manière pacifique, et décide du coup de récupérer la majorité des aliens. Donc pour être sûr de pouvoir récupérer ces créatures et les emmener sur une planète où ils ne risquent pas de faire du mal à la faune locale et pouvoir les garder à l'œil, il décide de l'amener sur la planète Mogo, qui est une planète Green Lantern. Voilà, c'est une planète qui fait partie des Green Lantern, donc c'est un membre à part entière, juste un membre XXL pour le coup. Il décide d'emmener ces créatures là-bas pour garder une volonté pacifique avec elles. Et c'est sur ça que se termine en tout cas le début de ce comics. Et ensuite, on va revenir une bonne décennie plus tard avec un autre Green Lantern qui lui est Kyle Rayner. Kyle Rayner, c'est celui qui va succéder à Green Lantern, à Hal Jordan du coup plutôt, après son gros pétage de plomb. Parce que, comme je le disais précédemment, il va un peu vriller, il va absorber en fait la puissance de leur sorte de batterie principale d'énergie de Green Lantern, ce qui va engendrer beaucoup de morts et la dissolution du corps des Green Lantern. Donc il en reste, en tout cas à ce moment-là, plus énormément, justement, dont Kyle Yeager, si je ne me trompe pas, qui est l'un des derniers, si ce n'est le dernier Green Lantern sur Terre. Donc, on retrouve notre personnage chez lui, avec plusieurs squatteurs auxquels il ne s'attendait pas, donc des petits invités surprises qui sont majoritairement des extraterrestres, qui sont là pour lui demander de l'aide. Donc c'est des membres de la Green Lantern Corps, en tout cas des anciens membres, ou alors des membres qui auraient dû devenir des Green Lantern. Donc à ce moment-là, on a droit à une rapide présentation des personnages qu'on va suivre durant cette aventure, / personnages random qui vont se faire bouffer par les bêtes. Et il lui demande d'aller sur la planète Mogo, dont on parlait précédemment, parce qu'un vaisseau s'y serait crashé, et il faudrait aller récupérer les personnes qui se sont échouées sur cette planète, parce que non seulement il n'y a pas de possibilité pour eux d'aller les récupérer, sauf eux, et aussi accessoirement parce qu'il y aurait potentiellement une race relativement agressive qui habiterait là-bas.
Et pour rappel, comme il n'y a plus de Green Lantern, il n'y a plus de Mogo Green Lantern, donc ça devient juste une planète. Juste un caillou. Donc ni une ni deux, ils enfilent leur combinaison, leur petite tenue, leurs petits armements, et ils go sur la planète. Une fois sur la planète, et une fois dans les pas du vaisseau qui est craché, oh là là, tiens, il n'y a personne, sauf une survivante, Crow. Donc Crow, la seule rescapée, en tout cas de ce qu'on voit du vaisseau, la seule rescapée qui, d'après elle, s'en serait sortie parce que les aliens n'auraient pas voulu d'elle. À ce moment-là, il y a un clin d'œil qui se fait, on y reviendra plus tard. Donc ils partent en exploration tous ensemble, très rapidement ils vont tomber sur une première vague de bestioles, c'est un massacre, voilà, globalement il y a beaucoup de morts en général, ou en tout cas de personnes qui se font enlever. Un de leurs camarades se fait attraper par l'un des xénomorphes, et dans la volée, pendant qu'il se fait extirper, Kyle essaye de l'aider en lui donnant sa main. Sauf que malheureusement, quand il se fait transporter dans le creux qui doit être du coup a priori le secteur du nid des xénomorphes, et ben il emporte l'anneau de Kyle avec lui. Et bah c'est emmerdant parce que qui dit pas d'anneau dit pas de pouvoir. Il a toujours la possibilité, heureusement, de le rappeler avec son pouvoir de Green Lantern. Hein, dès que tu l'appelles, il vient à toi, comme les balais dans Harry Potter, si tu préfères. Sauf qu'en fait, il veut pas venir, donc il suppose qu'il y a un truc qui doit le bloquer au fond. Donc on est toujours sur un gros problème. Du coup, Kyle n'est plus il a plus de pouvoir, là. C'est juste un mec random. Le problème, c'est qu'on est sur une zone hostile. Donc qui dit zone hostile dit forcément, faut pouvoir se défendre. Donc il va devoir prendre une arme, sauf que Kyle il est pas du tout à l'aise avec une arme à feu, absolument pas, même une des planches de monte, il est en train de tirer, il se pète la gueule par terre, donc clairement il va pas tuer 3 poules, tu vois, là, il va se faire bouffer par les poules, tu vois. Mais heureusement, Crow est là, Crow a survécu, et Crow va lui montrer comment tirer. Donc on est un petit peu en début de rapprochement entre les deux personnages, de regarde comment il faut tirer, on a déjà vu ça dans Avatar, tout le monde s'en souvient. Si, tout le monde s'en souvient. Ça explore, et à force, il retombe sur une autre petite partie du nid des xénomorphes. Ils se font attaquer, l'arme de notre héros s'enraye. Mince, mais que va-t-il lui arriver? Heureusement, notre super-héroïne en Marcel arrive pour le sauver. Deuxième petit rapprochement. Attention, Kyle, tu pourrais être surpris. Heureusement qu'elle est là. Mais après la bataille, il se rend compte qu'elle a été blessée, il décide de s'en approcher pour essayer de voir ce qu'elle a. Mais non, elle ne veut surtout pas qu'il l'approche. Qu'est-ce que ça cache? C'est une femme forte et indépendante. Ou plus encore. Mais il n'y a pas le temps de discuter. Ils se rendent compte qu'ils sont juste à côté de la salle de ponte de la reine. Avec des sortes de couleurs un peu partout, des corps attachés en mode future mère porteuse des aliens. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, que voit Kyle? Son anneau qui au final est au fond de cette cuve, dans une sorte d'amas de pâte gluante. Donc c'est la raison pour laquelle a priori l'anneau ne pouvait pas venir à lui, c'est qu'il était dans une sorte de masse engluée. Donc s'ils veulent s'en sortir, il faut majoritairement qu'il ait son anneau pour pouvoir avoir accès à la majorité de ses pouvoirs. Sauf que problème, ça reste du coup dans la salle de ponte de la reine, et la reine c'est le big boss des xénos. Donc globalement, comment est-ce qu'on va faire pour se dépatouiller? Il n'y aura pas 36 000 solutions. Il va falloir qu'il y en a un qui fasse diversion pendant que l'autre va récupérer son anneau. Donc c'est Crow qui va se sacrifier pour aller essayer de divertir la reine pendant que Kyle va aller récupérer son anneau. Mais avant, ils s'embrassent, et ça c'est beau, c'est émouvant, personne ne l'aurait jamais vu venir. C'est l'instant final, c'est l'instant décisif de cette histoire en fait. Que va-t-il se passer? Elle commence à faire diversion, donc pendant cette diversion, Kyle arrive à récupérer son anneau, sauf qu'il constate que Crow s'est fait pas mal amoché par cette attaque. Seulement c'est pas des plaies ensanglantées ou alors des petits boyaux qui sortent qui voient, mais non, c'est des morceaux de ferraille et de la tôle rouillée qui voient. Mon Dieu, mais Crow était-elle un robot depuis le début? Donc après cette nouvelle choquante et incroyable, je pense qu'on peut le dire, Kyle se fait attraper par un facehugger, mais arrive à s'en dépatouiller grâce au pouvoir de l'anneau. Alors c'est bien beau, mais techniquement, je veux pas me la jouer puriste, mais un facehugger, tu ne peux pas le retirer, sauf tuer l'autre, en fait. C'est le principe même du facehugger. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on va peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer un peu comment ça se passe. Tu as un alien classique, et certains types d'aliens vont évoluer en reines aliens, et les reines aliens vont pondre des œufs. Dans ces œufs, il y aura les facehuggers qui ont une sorte de truc à 8 pattes qui te saute à la gueule. Ça t'envoie les œufs dans ton estomac,
la bestiole, l'embryon va se développer dans ton système digestif, il va devenir ce qu'on appelle un chest buster, traduit de l'anglais, un briseur de cage thoracique. En gros, il va juste sortir, comme on connaît tous, le voilà, c'est ça. Je vous le dis, Alien, c'est dégueulasse. Notre personnage principal arrive à se dépatouiller de toute cette situation et va retourner forcément voir sa dulcinée qui est en état pas possible et est sur les points de donner ses derniers mots. Et pendant cette scène, on a droit à un petit moment émotion qui reste quand même sympa et assez touchant, où du coup le personnage va littéralement dévoiler toute sa fureur à grands coups de minigun et de pouvoir de lumière verte, et il va se défouler sur toute la ruche qu'il y a là. Donc on n'est plus sur la même idée de pacifisme qu'a vu Hal Jordan, voilà, là on est sur de la décision pure et dure, ce qui au final est pas forcément une mauvaise décision, hein, puisque il y a déjà eu la volonté d'essayer de les sauver pour essayer de montrer que ça peut, qu'il y a toujours possibilité de s'en sortir avec ces bestioles, et là on a bien un nouvel exemple que finalement non, on peut pas vraiment essayer de se dire qu'on peut avoir une vie pacifique avec ces créatures là, donc c'est bien, ça fait quand même apprentissage de ses erreurs, c'est très cool. Et à ce moment là, Kyle du coup fait rugir la puissance de son anneau, on a droit à une planche qui est quand même assez stylée, où il... En fait, c'est pas vraiment une matérialisation de l'anneau, c'est littéralement de la lumière pure qui apparaît, qui jaillit de son anneau, et qui détruit vraiment toutes les sources de vie aux alentours, donc majoritairement du coup les aliens. Donc il sauve quand même les 2-3 rescapés de cette situation plus que particulière et plus que marquante, je pense. Et on finit par une petite leçon donc, qui est sur l'héritage un petit peu des choix de nos ancêtres et de ce que ça va inaugurer pour les générations à venir. Ce qui reste intéressant parce que là on est pleinement sur un problème qui est lié par un choix qu'avait fait Hal Jordan pour le côté de vouloir garder, je le répète, un côté pacifique avec ses bestioles, qui au final n'était pas la solution. Mais au final c'est à Kyle lui-même de régler la situation, lui-même qui est là après le bordel qu'a foutu lui-même Hal Jordan. Donc ici on est sur une idée un petit peu de vouloir rectifier les erreurs du passé. Et je trouve qu'au final ça fait un peu une double lecture du comics que je trouve plutôt intéressante. On a une toile de fond qui est plus que une simple volonté de survivre à des créatures ignobles, comme on pourrait le voir dans la majorité des films. Là, c'est juste vraiment une leçon du passé, et ça reste un côté vachement intéressant. Parce que même moi, qui au final ne connaissais pas du tout Kyle, en tout cas dans les comics, même en général, je ne le connaissais pas du tout, je trouvais ça intéressant. Tu t'attaches un petit peu à lui, qui est beaucoup plus brut de décoffrage, un peu plus trash et brutal, comme on peut l'assister, que Hal, qui avait lui son côté très héroïque et très sauveur de l'humanité. Kyle, lui, c'est juste à lui qu'un mec qui a rien demandé et il se retrouve embrigadé dans une situation comme ça, mais il va quand même faire en sorte de faire un choix juste pour l'avenir en tout cas. Donc cet aspect héritage reste intéressant aussi parce que au final, en switchant des deux personnages dans la même histoire, dans la même narration, on a vraiment un côté rite initiatique de devenir une sorte d'adulte, dans le sens où il va vraiment devenir quelqu'un qui sera plus grand dans sa tête, ou concrètement, devant des situations aussi graves que celle-là, ça forge en fait, ça forge. Et pour le coup, on a vraiment une sensation qu'il a évolué dans son corps comme l'esprit. Comme quoi, il n'y a pas que les Predators pour qui les aliens font pas mal évoluer dans un rite initiatique. En plus, il y a des trucs assez intéressants, ils ont le mérite d'avoir donné un côté romance avec ce personnage, donc Crow, qui lui est unique et plus un personnage typique des films aliens, comme je le disais précédemment. On a aussi des petites touches d'humour toujours sympathiques. Alors déjà avec le côté Kyle et le côté un peu prise de distance avec les autres extraterrestres qui lui du coup n'est pas habitué à travailler avec des aliens, donc forcément pour lui ça fait un peu tout drôle. Ou alors le début de l'histoire où on pense avoir affaire à des extraterrestres qui en fait ne sont que des cambrioleurs, mais avec un masque d'alien. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est toujours sympa de rajouter une petite touche d'humour comme ça, c'est mignon quoi. Et comme on a pu le voir du coup plus tôt, on est vraiment aussi sur un aspect de garder les codes, que ce soit du coup pour le côté Green Lantern, donc on a vraiment les basiques, voilà, avec le personnage, les pouvoirs de l'anneau, qu'est-ce qu'il tire sur l'anneau, le passif des Green Lantern, et le passif aussi des Xenomorphs, sans pour autant trop parler de la race, mais même le côté très basique du vaisseau, tout au final cet héritage, comme quoi il y a beaucoup d'héritage dans cette narration, cet héritage même qu'on a des films aliens en fait qui aujourd'hui deviennent une sorte de classique. Aujourd'hui ça devient un peu du redondant, mais pour l'époque c'était novateur et c'est toujours bien du coup de garder ces petits codes qui marchent bien. Et pour le dessin, je suis un peu moins fan du coup de crayon de l'artiste,
qui pour moi les traits sont peut-être un petit peu grossiers, un petit peu simplifiés à mes yeux, mais il donne droit à des planches quand même assez sympas, franchement il fait le taf, et d'autres planches qui sont vraiment très stylées, comme je parlais précédemment, la planche de l'anneau. Et pour conclure grossièrement, pour le coup je trouve que c'est une rencontre qui avait du sens à être mis en scène, qui a été mis en scène. Évidemment on n'est pas parti sur une narration très compliquée, ils ne sont pas non plus cassés trop les fesses là-dessus, mais pour autant ça fait le taf, ça fait le travail, et franchement c'était plutôt agréable. Personnellement j'ai passé un bon moment à lire ça, donc honnêtement pour ceux qui veulent je conseille avec plaisir. Voilà, c'était tout pour cette rubrique, je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine, tchuss.